En fait, c'est quoi le mariage? Le mariage signifie l'engagement de l'un envers l'autre. Le contrat de mariage signé des futurs époux avant la célébration de l'union leur permet de définir de manière précise quelles vont être les relations patrimoniales des époux pendant le mariage, le sort des biens, les avantages conférés aux époux, leurs contraintes professionnelles. Dans un contrat de mariage, on peut inclure des clauses personnalisées. On peut insérer des clauses, par exemple, pour autoriser le survivant en cas de décès de son conjoint à choisir un bien par préférence aux autres héritiers. Si dans l'avenir les époux souhaitent le modifier, la loi en a prévu la possibilité. Le problème, c'est que est-ce que tout le monde a envie de s'engager dans un contrat de mariage? Le contrat de mariage n'est pas une obligation. Je vais vous expliquer le cas où le contrat de mariage est obligatoire. Le cas de contrat de mariage n'est pas obligatoire. La première chose. La deuxième chose, c'est que le contrat de mariage est modifiable. Pour modifier le contrat de mariage, il faut deux conditions. Soit par consentement mutuel des deux partenaires. L'homme et la femme vont voir le notaire et décident de modifier leur contrat de mariage. Ça, c'est ce cas. Le deuxième cas, soit lorsqu'on a passé 2 ans de mariage et qu'on a préalablement signé un contrat de mariage, on peut le modifier. C'est dans ce deuxième cas. Et à quel moment le contrat de mariage prend fin? Le contrat de mariage prend fin lorsqu'il y a un divorce. Bon, maintenant parlons des contrats. Il y a 4 types de contrats de mariage. Tu as la communauté réduite aux acquis. Tu as la séparation de biens. Tu as la communauté universelle. Tu as communauté avec participation aux acquis. Je pense que pour un jeune homme qui veut se marier, la première chose c'est que est-ce qu'un homme va prendre le culot, va avoir le culot, est-ce qu'un homme va avoir le courage d'aller voir sa femme en disant je vais signer un contrat de mariage? Je pense que c'est pratiquement impossible. Seul dans les familles aisées où on peut instaurer la clause de contrat de mariage et certaines clauses sous-jacentes, tout simplement parce que pour proposer un contrat de mariage, il faut déjà être en position de force. À partir du moment où dans les relations hommes-femmes, on a toujours l'impression que lorsque la femme veut se marier, on a l'impression que la femme fait une faveur à l'homme. Donc forcément, l'homme ne va pas prendre le risque de dire à la femme, bon, il faut qu'on fasse un contrat de mariage parce que il sait pertinemment que la femme va l'envoyer bouler et que la femme va pas accepter le contrat de mariage. Donc forcément, peu d'hommes proposent le contrat de mariage. Simplement parce que lorsque l'homme et la femme veulent nouer leur relation par le biais du mariage, on a toujours l'impression que l'homme a l'impression qu'il a gagné le jackpot. En ayant l'impression qu'il a gagné le jackpot, donc forcément, il n'est pas vigilant. Donc forcément, il n'essaie pas d'être précautionneux. Il va juste le mariage, il ne voit pas que dans le mariage, il peut y avoir complications. Il ne voit pas que dans le mariage, il peut y avoir divorce. Il ne voit pas que dans le mariage, à un moment, on peut ne plus s'aimer. Et décider que chacun prend sa route. Et dans cette relation-là, l'homme devrait plutôt essayer de protéger son patrimoine. Ne pas s'engager dans une relation qui va être préjudiciable pour lui dans l'avenir. Donc moi, c'est pour cette raison que moi je pense que le meilleur contrat de mariage, c'est celui de la communauté avec participation aux acquis. Pourquoi? Simplement parce que avec ce contrat, tu es obligé de passer sur un notaire. Or, passer sur un notaire, ça te coûte à peu près combien? Entre 350 et 500 euros. Mais les 350 et 500 euros vont te protéger dans un proche avenir. Tu lâches juste 350 et 500 euros, c'est pas grave. Bon, maintenant, avant de te marier, si tu avais les dettes, quand tu prends ce contrat de communauté avec participation aux acquis, le régime de participation aux acquis, l'avantage c'est que chacun reste avec ses dettes. Si la femme avait les dettes, elle est responsable de ses dettes. Si toi tu avais les dettes, tu es responsable de tes dettes. Je parle des dettes du ménage. Si par exemple vous vivez en couple et que la femme contacte par exemple un crédit, toi tu n'es pas responsable du fait qu'elle ait contacté un crédit. C'est son problème. Mais dans le mariage, dans le contrat, il faudrait qu'il y ait une clause. Tu vas essayer d'aller voir le notaire pour inscrire la clause que si elle est en train de faire du business et si par exemple un jour ce business génère des dettes,
il n'y aura pas de solidarité du couple. Donc, c'est pas à toi de payer. C'est si un jour, elle n'arrive pas à les payer. Le deuxième avantage, c'est qu'en cas d'héritage, par exemple, ton grand-père peut décider de te laisser la maison à la campagne. Par exemple, ton grand-père peut décider de te laisser sa fortune. Par exemple, ton grand-père peut décider de te laisser son entreprise. Ça devient quelque chose de personnel. Ta femme ne viendra pas participer. Elle ne viendra pas prendre les biens de ton grand-père. On n'y aura pas de partage sur ces legs-là. Parce que c'est personnel. Bon, les biens propres en cas de divorce. En cas de divorce, ce qui était à toi reste à toi lorsque vous divorcez. Ce que tu avais avant. Imaginons que tu finis tes études. Tu pars par exemple en Angleterre, tu pars aux États-Unis, tu pars au Canada, tu travailles pendant 5 ans. Et tu gagnes peut-être 500 000 euros. Quand tu te maries, c'est 500 000 et tu prends le régime avec participation aux acquis. Les 500 000 euros que tu as eu avant le mariage, ça reste à toi. Même quand vous divorcez. Bon, tout ce que vous avez travaillé, imaginons, de 2000 à 2005, tu es parti au Canada, tu as travaillé, tu as gagné 500 000 euros, tu les mets dans un compte. Et en 2016, en 2006, tu te maries. Ce que tu as fait en 2005, ça te revient de droit. Bon, ce que tu as fait en 2006, tout ce que tu as créé en 2006, de 2006 à 2016, vous êtes en couple. Si en 2016, tu divorces, ce que tu as fait entre 2006 et 2016 sera partagé en commun entre les deux parties. C'est si je me fais comprendre. Bon, si par exemple, tu ne travailles pas et que vous vous séparez, tu récupères la moitié de l'enrichissement que vous avez produit pendant le mariage. Donc c'est pour cette raison que la participation, le régime de participation aux acquis, c'est beaucoup plus avantageux pour l'homme. Le seul inconvénient, c'est que tu dois passer par un notaire et payer 350 et 500 euros. Mais je ne trouve pas que passer chez un notaire et payer 350 et 500 euros, c'est pas une somme exorbitante. C'est pas quelque chose qui va être préjudiciable parce que ça te permet de protéger ton patrimoine. Ça te permet de ne pas t'engager dans une relation en couple. Tout simplement parce que nous vivons dans une société qui est précaire. Nous vivons dans une société où l'incertitude, nous vivons dans une société où personne ne peut savoir ce que demain sera fait. Et que quand bien même le couple marche maintenant, personne n'a la certitude que dans 10, 20, 30 ans, ce couple marchera. Personne n'a la certitude que la femme ne viendra pas te voir en disant que je suis tombée amoureuse. Personne n'a la certitude que dans 10, 15 ans ou bien dans 5 ans, la femme ne te dira pas qu'elle a envie de divorcer. Donc il faut que tu protèges ton patrimoine. Il ne faudrait pas qu'à la fin de ce mariage que tu sois ruiné. Soit par une pension alimentaire ou bien parce qu'il y a eu un problème. Je vous remercie de m'avoir écouté.